Bienvenue à toi dans le podcast Moi, je voulais juste être Madonna, le podcast qui te donne envie d'oser, de sortir du cadre et d'aller au bout de tes rêves. Je suis Erika Galland, artiste dans l'âme et amoureuse des belles histoires, surtout celles où on change de vie, où l'on se réinvente. Si ce sujet me parle autant, c'est parce que je suis passée par là. Après 20 ans en multinationale, j'ai décidé de suivre ce qui m'appelait vraiment et j'ai créé Acapellart, une entreprise dédiée à l'art et à la créativité. Dans ce podcast, on parle d'art, mais aussi de parcours de vie, de reconversion et de courage. Les personnes que j'invite au micro ont toutes osé faire un pas de côté. Écoute leurs histoires et peut-être que toi aussi, tu commenceras à écrire la tienne. Aujourd'hui, je reçois Alice, la juriste qui danse la vie. Aujourd'hui, je reçois Alice. Depuis toute petite, elle danse. La danse contemporaine d'abord, puis le modern jazz, puis les danses venues du monde entier. Mais sa vie professionnelle a longtemps pris une toute autre direction. Des études de droit, une carrière exigeante dans les ressources humaines, des postes à responsabilité dans plusieurs secteurs. Et puis un jour, quelque chose se fissure. Des expériences professionnelles fortes, un questionnement profond et l'envie de remettre du sens dans sa vie. Alors Alice fait un choix que beaucoup rêvent de faire, mais que peu osent vraiment. Dans cet épisode, on va parler de reconversion, de courage, de corps, de transmission et de la place que peut prendre la danse dans une nouvelle vie. Bonjour Alice. Bonjour Erika et merci beaucoup pour cette chouette présentation. Je suis ravie de t'accueillir. Ça fait quelque temps maintenant qu'on se tourne autour, on va dire. On a essayé de travailler ensemble. On n'a pas réussi à travailler ensemble, mais là, on se rejoint pour que tu nous racontes ton histoire. Donc, c'est chouette. Et puis, on désespère pas de travailler ensemble un jour. Oui, j'aimerais bien. Alors Alice, du coup, je vais t'inviter je vais te poser des questions et t'inviter à refaire le fil parce que ce qui est intéressant dans les parcours de reconversion, il y a souvent des points de bascule, mais il y a quand même quelque chose qui est là depuis le début et dans ton parcours, c'est assez, intéressant puisque tu dis que tu as commencé la danse depuis toute petite. Mmh. Donc finalement, c'était déjà là et c'est souvent ça, on le voit, c'est que, il y a un moment donné dans la vie où même si on prend une autre voie plus sécure, plus sérieuse, on va dire, ou plus dans la norme, ça nous rappelle, à qui on est vraiment et c'est assez souvent le cheminement donc toi, tu n'as pas dérogé à cela. Donc je voudrais commencer par ton enfance, déjà d'où tu viens, et puis, que tu nous expliques aussi, bah, tu as commencé la danse très jeune, à 4 ans. Qu'est-ce que ça représentait pour toi à cet âge-là, si tu t'en souviens? Mmh. D'accord. Alors, d'où je viens au niveau de l'enfance, moi j'ai grandi, à Paris dans le 11e, donc quartier, très populaire et bobo aussi on va le dire. Dans une famille multiculturelle, multireligieuse et où finalement le côté engagement pour l'autre et le côté justice et cetera ont toujours été très présents dans le sens où, j'ai l'impression que depuis petite, j'étais, déjà en poussette dans les manifestations, en soutien à telle ou telle cause, antiraciste, pour, soutenir, telle ou telle, cause. En fait, tout ça a fait que, la danse à travers ça, comment ça a pu se mettre en place? Je pense que ça a tout de suite été, un moyen d'expression assez intéressant. En plus, j'ai commencé dans une toute petite compagnie, de quartier et oui, en danse contemporaine, mais vraiment pure danse contemporaine, un peu rigolo dans le sens, je sais pas si tu vois, hein, sketch de Gad Elmaleh sur la danse contemporaine et où tu as des morceaux de texte, des histoires entrecroisées et cetera et où dans tout ça, tu jongles et tu alimentes ta chorégraphie donc c'était un peu ça. Après j'étais un peu au conservatoire, du 11e arrondissement, hem et le lien entre les 2, je pense que ça a toujours été, oui, je pense un moyen d'expression, corporelle, un moyen d'expression de ses émotions, de ressent Est-ce que tu avais des artistes ou des danseurs dans ta famille? hem,
Pas au sens pur du terme. Après, on a toujours aimé, la musique et la danse dans ma famille. J'ai des souvenirs de oui, de danse. Depuis toute petite, en fait, je préparais des spectacles de danse que je présentais, à mes parents, à mes grands-parents et j'emmenais tout le monde, aussi bien ma sœur que mes cousins, cousines et cetera, et oui, la musique a toujours fait partie. Je me souviens de du tourne-disque de l'époque, avec plein de CD, où c'était très varié, il y avait plein de ouais, plein de choses, ça Donc allait du c'était déjà en toi quand tu étais petite, mais oui, à l'heure où tu as grandi, adolescente, jeune mmh, adulte, mmh. tu t'es jamais dit: «Je vais en faire mon métier» à ce moment-là? Si, si, quand j'étais au conservatoire, du 11e, notamment, il y a eu un élément important, qui fait partie des éléments qui pourraient être des frustrations ou des impulsions, on va dire. Je devais avoir, je sais pas, peut-être 8 9 ans et la prof de danse contemporaine allait participer à un spectacle à l'Opéra de Paris et il fallait des enfants pour y participer aussi. Elle a demandé à mes parents à ce que j'y participe et je sais même plus si on était plusieurs à qui elle l'avait demandé ou pas, je suis même pas sûre. Bref, c'était en semaine, pendant l'école, donc ils ont dit non. Ah! Mais voilà, c'est ce genre de moment où tu te dis: «Et si? Et si? Et si?» Et si en fait, après, en grandissant, ensuite la préadolescence, je m'étais dit enfin, j'avais des rêves, qui allaient aussi bien de astronaute, journaliste ou enfin, danseuse dans une comédie musicale ou dans des comédies musicales et cetera, ce genre de choses, ça m'a toujours attirée. Après, à la préadolescence, l'adolescence, il y a eu aussi, toute l'arrivée des boys band, girls band et des Spice Girls surtout. Et autant le dire, je franchement, les Spice Girls ont une part importante aussi, dans mon histoire parce que le côté culotté, tu vois? D'oser et cetera et de se dire, il y a des choses qui m'intéressent, il y a des choses qui me plaisent, j'ai envie d'y aller, et d'oser donc voilà et ouais, ça a été des choses importantes et je pense que en fait, c'est pas c'est pas dans le sens danse directement mais c'est lié aussi au côté, engagement, que je souhaite aujourd'hui lier avec, mes nouvelles activités professionnelles autour de la danse et du bien-être. Il y a enfin, j'ai toujours senti, le besoin de vouloir, aider les autres, de me sentir utile à la société et cetera et dans ce sens-là, je me souviens encore toute petite première anecdote d'engagement, direct, quand j'étais en CM1 ou CM2, il y a eu des skins qui avaient jeté un Marocain dans la Seine, et ça m'avait tellement choquée que, j'avais organisé avec mes amis, donc à notre échelle, mais une manifestation, antiraciste Et tu avenue de la avais quel République. âge? J'avais 8, je sais pas, CM1 par là. Ah oui! Mmh. Oui, donc c'est quoi? C'est 9 ans, Mmh. et ma mère gentiment avait même appelé le commissariat pour savoir s'il fallait une autorisation ou pas. Bon, on était moins de 10 donc il y avait pas besoin ou moins de 20, je sais plus. Mais vraiment, enfin, on avait un copain qui adorait dessiner, qui avait dessiné, une image très parlante, engagée aussi pour montrer qu'on était contre le racisme et cetera. Donc bref, tout ce côté artistique lié, à l'engagement a été toujours présent. En CM2, on a créé un journal, qu'on a appelé «L'Ami des écoliers» et on l'a vendu pas cher. À l'époque, c'était peut-être 5 francs, on a fait quelques parutions comme ça, je pense peut-être 3 éditions et on avait décidé dès le début que l'argent qu'on allait récolter, serait reversé, aux Restos du Cœur et on était fiers. Ouais, donc du coup, l'engagement et le côté artistique se sont mêlés dans ton parcours très tôt. Donc j'imagine que dans ta vision de l'art est un moyen de faire bouger les lignes, de réveiller, et j'imagine que c'est ce que tu essaies de faire aujourd'hui. Enfin, on va reparler après de ton parcours aujourd'hui, mais c'est quand tu dis, «Moi, je voulais sauver le monde», est-ce que donc déjà ton engagement montre cela? Et est-ce que pour toi la danse, enfin, comment tu voyais en fait le lien entre, la danse et le fait de sauver le monde? Alors, pendant l'enfance et l'adolescence, je pense que je le voyais pas forcément, ce lien, même si, il était peut-être, présent sans que je m'en rende compte. Mais par contre,
Quand j'ai commencé mes études de droit, donc finalement, j'ai décidé de faire du droit, parce que je me disais que ça allait me poser les pieds sur terre et parce que, ce serait intéressant de connaître le droit, notamment pour pouvoir sauver le monde. Parce que j'idéalisais un peu les choses en me disant que j'allais travailler dans l'humanitaire, que j'allais partir en mission, voyager, aider les gens, et cetera. Donc le droit, c'est un choix conscient de ta part, c'est pas quelque chose que ta famille t'a dit: «Bah, écoute, c'est bien gentil ma chérie, tu vas être danseuse, mais tu sais ce métier c'est difficile donc fais un métier sérieux quoi». Si. Si, On m'a quand même plutôt dit, «Garde ton côté artistique, pour tes passions à côté, mais fais quelque chose de sérieux». Après, sur le droit, c'est il y a un héritage familial sans en être un tout à fait directement, dans le sens où, mon père, quand il est arrivé en France, il est arrivé en France un an avant la révolution iranienne, il est iranien d'origine. Et il a commencé enfin, il travaillait et en même temps, il a commencé des études de droit à Nanterre, qu'il a jamais réussi à terminer, sachant qu'en Iran, il avait travaillé comme journaliste d'ailleurs, mais avant la révolution, pendant je crois 7-8 ans. Donc le droit pour lui, c'était peut-être quelque chose, oui, d'important, qui était un peu inabouti c'était un peu et ouais, voilà, il a transposé sur toi, tu crois, son désir inabouti, enfin son rêve inabouti comme tu dis? peut-être un petit peu, mais bon, bah, du coup, quand il m'écoutera, il sera pas très content. C'est pas grave, ça fait partie du parcours et puis, bah, Il voilà, dira: hein. «Non, c'est pas vrai!» Ce sera l'occasion d'en discuter peut-être? Mais je regrette pas, hein, parce que c'est grâce aussi à ça, finalement, que j'ai pu me permettre ce que j'ai décidé ensuite, quand même. Et autre chose, mon grand-père, du côté de ma mère, avait commencé des études, au moment du bac, des études de psychologie. La guerre a commencé, donc la deuxième guerre mondiale a commencé. Il a dû aller travailler avec son père, donc arrêter ses études. Ils étaient dans les tissus et cetera. C'était toujours pour lui un regret, en fait, d'avoir dû arrêter ses études et il a finalement travaillé pendant longtemps dans les tissus. Il s'est marié, ils ont eu 3 enfants avec ma grand-mère et on va dire, je pense dans les années, si je dis pas de bêtises, 60-70, crise mondiale et donc les tissus ça marchait plus trop et il fallait qu'il trouve quelque chose, pour pouvoir assurer, ses charges familiales et cetera et donc il a décidé à 50 ans de faire des études de droit, sachant qu'il avait pas son bac en entier, il a dû faire une capacité en droit, ensuite il s'est Donc il spécialisé a en fait droit l'inverse, c'est immobilier. intéressant, il a fait l'inverse de toi finalement. Il a Oui, commencé par un métier plutôt dans bah, c'est un peu artistique, artisanal, les tissus. Bon, c'est vrai. je sais pas quelle fonction il occupait, mais bon, c'est quand même un métier d'artisan C'est vrai. et il a repris quelque chose dans le domaine. Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais vu ça dans ce sens-là, Ouais, mais tu vu, hein, il y a quand même l'histoire qui se rejoue, mais à l'envers. c'est vrai, c'est marrant, c'est marrant et en plus donc il disait qu'il était le doyen de l'amphi. Mais voilà, par son âge et donc vaillamment, il a repris des études à 50 ans, donc dans le droit et jusqu'à en fait, en gros, jusqu'à son lit de mort, il voulait encore se spécialiser parce qu'il avait cette soif d'apprendre et c'est vrai que alors que jusqu'au bac, j'ai pas eu besoin vraiment de beaucoup travailler pour me débrouiller à peu près, ça passait. Arrivé à la fac de droit, c'était une grosse claque. Tous les 6 mois, je pense, je me suis demandé si j'avais envie de continuer, pas de continuer. Mais à chaque fois, je pensais à mon grand-père, donc maternel, en me disant: «Tu dois t'accrocher, C'était tu dois ça a été ton t'accrocher». moteur? Bah, oui, oui, quelqu'un, qui a vécu la guerre, qui a failli passer, il a été jusqu'à Drancy, hein, quand même et il a réussi à s'échapper. Bah, qui a voulu faire encore des études, pour avancer dans sa vie d'une manière ou d'une autre, en fait. Parce que la réussite, au sens classique du terme n'est pas forcément, celle qui est la mieux dans le cœur et dans la tête et cetera. Mais, pour autant, ça me montrait quand même oui, une image de courage et cetera et d'ailleurs, en parlant d'héritage familial, du côté de ma grand-mère si, je pense que on n'avait pas de vrais artistes, même si je pense que mon grand-père paternel, que j'ai pas connu, qui est mort avant ma naissance, je crois qu'il faisait du théâtre de rue ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, et ma grand-mère a toujours eu maternelle cette fois, a toujours, été toujours, dans plein d'activités, entre,
aussi bien de l'aquagym que des danses folkloriques, la chorale et cetera, je sais que même depuis petite, à chaque fois que je la voyais partir dans ces activités, je lui disais: «Mais mamie, moi je rêve que d'une chose, c'est d'être à la retraite comme toi». Et elle m'avait dit elle m'avait dit: «Mais ma chérie, moi je faisais déjà plein d'activités quand j'étais active aussi, quand je travaillais» bref, Bah, c'est bon, un je bel pense exemple parce que des grands-mères qui s'autorisent ça à l'époque, parce que bon, maintenant ça a changé, mais les femmes à l'époque, il y avait pas c'est autant vrai, de liberté ou d'expressivité possible, donc c'est chouette qu'elles se soient autorisées c'est ça, vrai, c'est vrai et même très âgée d'ailleurs, elle a participé à des pièces de théâtre ou des spectacles de ouais, danse donc il y a quand même une folklorique. fibre Ouais, artistique, peut-être, c'est mais vrai, que tu as laissé de côté sans laisser de côté dans ton parcours. Tu expliques que, donc, tu as fait ça. des études de droit, mais à Oui, côté tu as toujours, conservé la danse, oui, alors même à titre personnel pour toi, mais aussi tu mmh, as commencé aussi à enseigner en parallèle, c'est ça? c'est ça. Alors, épisodiquement, mais c'est vrai que, justement, alors, études de droit difficiles, donc j'ai redoublé ma première année. Mais alors ça veut dire que ma deuxième première année était allégée, donc j'avais du temps, et là j'ai décidé donc là je pense que c'était la première vraie preuve d'engagement, par la danse. Je me suis rapprochée d'une association de mon quartier, donc dans le 11e à Paris à l'époque, qui proposait des cours de soutien scolaire pour les enfants, du quartier, les enfants, issus, de tous bords de l'immigration et cetera et donc j'ai commencé avec le soutien scolaire et puis bon, parce qu'il fallait rentrer et puis au bout de peu de temps, on va dire, je leur ai proposé plus qu'on mette en place, un cours de danse. Tout ça a été bénévole à ce moment-là, donc on a mis en place un cours de danse du monde, d'abord, à destination des enfants là, c'était vraiment passionnant, en fait, de voir à quel point ça faisait du bien et hem, à quel point aussi, déjà à des petits âges parce qu'on va dire que les enfants que j'avais à cette époque-là avaient entre eux 6 et 12 ans et j'ai réussi à tenir quand même relativement longtemps avec aussi des garçons dans le cours, alors que c'était pas si facile pour eux, déjà à ces âges-là, d'assumer entre guillemets, de danser, d'assumer, les commentaires qu'ils pouvaient avoir des grands frères, des parents parfois et Donc cetera. ça c'était en parallèle de ton De activité, mes tu études. Là, ah c'était de en tes parallèle de études? mes études de droit. Oui, oui, oui et après, on a été jusqu'à j'ai organisé un spectacle, dans une on avait un café, resto, librairie engagé, dans le quartier, avec qui je m'entendais enfin, dont les avec qui je m'entendais très bien, avec les propriétaires et donc on a mis en place, un spectacle là et même là, jusqu'à la dernière minute, pour certains enfants, c'était le stress de se dire: «Est-ce que je vais oser danser devant les parents, devant les grandes sœurs, les grands frères et cetera, même les grands-parents?» Parce qu'il y avait comme une espèce de pudeur et de réserve alors que, i enfin, déjà à ce moment-là, justement, j'ai réalisé qu'on pouvait s'apporter des 2 côtés à travers la danse, que c'était incroyable à quel point on pouvait s'exprimer, à travers la danse, j'ai eu, une petite fille de 8 ans avec un garçon de 11 ans qui ont utilisé une musique que je prenais pour, l'échauffement, qui était une fusion de Catherine Lara avec des musiques, issues de l'Oural et tout ça. Enfin, ça s'appelait Aral en fait l'album, Mmh. mais c'était des sons qui venaient de l'Oural, semi-électro, Ah semi, génial! violon et cetera et un beau jour, ils m'ont dit: «Alice, on veut danser sur cette chanson-là» et donc on a poussé le truc pour aller jusqu'au spectacle, mais ça a été le gros sujet tabou de est-ce que ça allait passer auprès des familles et cetera. Bref, donc c'est vrai que dès ce moment-là, donc début des études, ouais, j'avais 19-20 ans, Et donc mmh, mais alors pourquoi donc tu as commencé déjà donc tu avais déjà identifié que c'était, quelque chose qui te boostait, qui te motivait la danse, parce que tu le faisais à côté. Pour autant, tu as poursuivi ta carrière dans le droit. Est-ce que alors, est-ce que tu s donc on a vu que c'était parce que, bah, tu voulais aussi quelque chose de sérieux, enfin que voilà, encourager aussi avec un peu le spectre de ton grand-père et tu te disais: «Bah, j'ai pas le droit de le décevoir». Et mais est-ce que tu te sentais à ta place à ce moment-là? Donc tu as commencé ta carrière dans le juridique et dans les RH. Est-ce que tu te sentais déjà à ta place ou depuis le début, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas? Ou tu voulais pas te l'avouer peut-être? je savais que j'étais pas 100 à ma place. Après, bon, j'ai orienté le côté sauver le monde en, essayer de faire en sorte qu'au niveau du enfin, en me spécialisant en droit du travail, en me disant: «OK,
si je sauve pas le monde, au moins je peux essayer de faire en sorte que les relations en entreprise se passent bien, étant donné qu'on passe quand même 80 de son temps éveillé au travail. Voilà, essayer d'être, un petit rouage, un espèce de médiateur qui fasse en sorte que les relations se passent bien entre les directions et les salariés. Donc ça me portait, on va dire, comme ça, et je me disais aussi, je pense que ça, c'était avec l'influence de certains bons professeurs et ou intervenants que j'ai pu avoir en cours, qui nous expliquaient aussi, enfin, je pense que c'était peut-être pour nous accrocher à la matière, maintenant quand j'y pense, mais ça avait du vrai aussi de se dire que c'était un peu comme une pièce de théâtre. J'ai encore le côté artistique. Donc disons que voilà, j'ai ça a été aussi bien les études qu'après dans l'exercice professionnel, ça a pas toujours été si simple. Mais disons que je me suis dit que j'ai toujours l'idée de se dire: «On tente, on tente, on tente et on voit où ça avance», Et tu vois? tu resté combien de temps en tout dans des postes, RH? Et ben, en fait, enfin, droit du travail et RH, donc 7 ans d'études et 14 ans d'expérience professionnelle. Ah, tu as quand même tenu 7 ans d'études alors que Ouais. tu disais que c'était compliqué. Bah, dis donc, c'est, sacrée Ouais, ah, j'étais au bout de mon résilience. master. Ouais, ouais, j'étais au bout de mon master. Mmh. Et alors, il y a une anecdote intéressante, qui montre quand même, bah, que c'était quand un peu, j'allais dire violent, mais oui, tu t'es forcé un petit peu, même si tu essayais de te raccrocher. Et en plus, à l'extérieur, enfin, les expériences que tu as vécues dans le travail, c'était quand même très fort puisque tu racontes que, ton premier jour dans un poste de DRH, DRH, je crois, c'est ça? Ah, 3 semaines après 3 mon arrivée. semaines commencent par l'arrivée de la police, du trésor public et de l'inspection du travail. Oui. Et Ah do oui, 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 c'était une procédure, alors je connaissais pas, hein, je pense que ça c'est, une fois dans toute la vie. Ouais, bah, et donc comment tu as C'est vécu ça? Parce que tu étais Ouais. jeune, enfin, je sais pas quel âge tu avais, mais tu étais quand Bah, même, là jeune. c'était parmi les dernières expériences, mais c'est vrai que, oui, oui, c'est ce genre d'événement qui fait qu'on se dit: «OK, bah, on se remonte les manches et on y va». En fait, c'est notre travail. Donc ouais, c'était en plus, j'ai pas enfin, j'ai au début, j'ai pas compris ce qui se passait parce que j'étais en réunion et il y a un des directeurs commerciaux qui débarque, dans la pièce en disant, «Au secours, c'est la mmh mh». Il y a les keufs tout en il y a les keufs et comme on était à Gennevilliers, avec, beaucoup de collaborateurs qui venaient des alentours de Gennevilliers et cetera, au début, j'ai pensé qu'ils voulaient dire autour du bâtiment donc non, non, en fait, ils étaient sur l'open space. OK, et donc toi, tu Ouais. étais DRH, c'est ça? Oui et déjà, j'ai été DRH, Ah ouais, 3 donc semaines. OK, donc c'est Ouais, ouais. Oui, oui, bah, on apprend en fait, je crois vraiment à chaque fois, je me disais: «OK, expérience, on y va». Mais c'est vrai que enfin, tu parlais de courage et de résilience. Je pense que ça en était une forme aussi parce que c'est vrai que je me suis pas dit, «Au secours, j'ai envie de rentrer chez moi». Au contraire, je me suis dit: «OK, on y va». bah, en plus, c'est ce Tu côté vois? engagé, enfin, tu parlais de l'engagement quand tu étais Mmh, déjà petite, donc l'engagement, c'est ça aussi, c'est tu fais face au mmh, problème, tu t'engages pour une cause. Là, c'était aussi, la c'est vrai. cause de, faire en sorte que les relations se passent mieux. Mais là, voilà, quand tu es face à quelque chose comme ça, bah, tu vois, enfin, ça t'apprend, Comment toi-même Oui, c'est ça. Comment toi-même aussi tu réagis à bah, oui. certaines situations. Comme quelques années avant, quand je travaillais dans le secteur médico-social, un jour, alors que tout le monde avait enfin «tout le monde» entre guillemets, mais toute la ligne hiérarchique avait prévu de partir en vacances à ce moment-là, pam! On reçoit un courrier de l'agence régionale de santé qui demande une fermeture, inopinée, d'une de nos maisons de retraite, sous 15 jours, en nous disant que donc on a 15 jours pour reclasser et les salariés et les résidents. Et qu'après on a 6 mois pour remettre tout d'équerre. Donc c'est ça, tu parlais dans ta description que j'ai reçue avant, tu parlais d'un plan social où tu as dû, mettre fin au contrat de certains salariés, Ah non, c'était ça ça? c'est ma Non? toute dernière Ah oui, bah, dis donc, c'est non, 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 non. Non, non, et non. ça, Ah oui, oui, comment tu as vécu ça humainement de devoir, arrêter, parce que moi, je me suis toujours demandé moi-même, bah, j'ai pu créer a cappella grâce à un plan social, donc moi, ça m'arrangeait. oui. Moi, ça m'a arrangé, mais je sais qu'il y a des personnes qui l'ont très, très mal vécu parce que c'est comme, bah, comme tu racontes dans ton parcours, il y avait Mmh. des personnes qui étaient là depuis 20, 30 ans, à Mmh, 50 ans mmh mh. passés, qui, si ça va être difficile pour eux de retrouver un boulot, à Oui. ces âges, de qu'on est qualifié de senior, dans le domaine, professionnel à partir de 45 ou 50 ans, donc Mmh. j'imagine que alors côté salarié, c'est difficile à vivre. Bon, moi, je l'ai bien vécu, mais parce que j'avais un projet déjà, Avec mais mon projet, ouais. côté, côté RH, ça doit être hyper compliqué aussi humainement,
C'était compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, en fait, je le savais même avant d'arriver qu'il y aurait ça à gérer, mais entre le savoir et le vivre, c'est pas pareil et c'est vrai que, oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, là aussi, tu te dis: «Ben, je le sais, donc je sais que je suis engagée pour participer à ça, donc j'y vais, je le fais, sérieusement dans la mesure du possible et cetera et en soutien de l'entreprise, qui m'a engagée et qui compte sur ma participation». Après, après c'est pas facile, oui, parce que c'est vrai que, ben, moi, j'ai toujours eu le la fibre, humaine, forte et c'est vrai que quand tu parlais d'être à sa place ou de pas à sa place, en fait, vraiment pour moi, c'était important de vraiment me dire que je représentais pas la direction des entreprises, mais que j'étais là en tant que médiateur vraiment, pour faire en sorte que les liens entre les partenaires sociaux se passent bien. Sauf que la réalité, c'est que j'étais censée être côté direction quand même. Mmh. Donc c'est vrai que ça, c'était pas si simple. Après, si je devais parler de je pense que l'expérience la plus compliquée, ça a été la crise covid. Oui, c'est ça, c'est qu'après, en Mmh. plus, donc il y a eu toutes ces expériences-là où tu as quand même tenu le choc et puis, C'était dans tous assuré comme les tu sens. pouvais. Tu as pas Mmh. eu de moment d'ailleurs, il y a plein de personnes qui, quand elles sont pas forcément à leur place ou qu'elles insistent, bah, il y a de la maladie, il y a des burn-out, donc toi, tu as tenu le choc tout du long? Ou alors entre si peut-être, hein, on peut dire que oui, entre mes 2 dernières expériences. Mmh. Et du coup, la dernière, était vraiment l'idée de se dire, bon, bah, peut-être qu'en fait, vraiment, c'est la goutte d'eau et Bah, donc la dernière, j'arrête. c'est quand tu dis que Mmh. tu as eu, donc tu es tombée En fait, enceinte tu es tombée enceinte au heu, moment du covid et que tu as eu des pressions managériales, non, c'est pas celle-là? D'accord. non, en fait, c'est quand, enfin, le ouais, le vrai moment enfin, en fait, il y a eu pas mal de moments difficiles. Il y a eu pas mal de moments difficiles, mais j'essaie de ouais, j'essayais de m'accrocher et de me dire que je tenais et mais sauf qu'une fois que j'ai enfin, après, on va dire que j'ai commencé à prendre la décision et après quand j'ai décidé de la prendre, bah, du coup, je l'ai assumée et je me suis lancée. En fait, on va dire que l'élément déclencheur, c'était, effectivement le moment de la grossesse pendant la crise covid. Hem, j'ai pris un poste fin 2019, qui était censé être le poste idéal. Vraiment, dans une entreprise, dont j'étais, cliente depuis que j'avais 10-12 ans, enfin, pour moi, c'était comme un rêve qui se réalisait. C'était un rôle à la croisée du droit du travail et de la RSE côté social, donc égalité professionnelle, gestion du handicap et cetera. Donc sur le papier, c'était magnifique. Hem, il y avait un projet bébé, mais qui pour l'instant donnait rien, donc on s'est dit: «Bon, on verra bien». Je savais que j'allais changer de chef en cours de route. J'avais rencontré, le chef qui partait à la retraite quelque temps après et le chef qui arrivait. Je savais qu'avec le chef qui arrivait, on n'avait pas forcément énormément de bons atomes crochus. C'est souvent des questions de management, hein, mais bon Mmh. et bref, donc voilà. Le premier confinement arrive, alors et jusqu'à oui, jusqu'à l'annonce de ma grossesse, j'étais merveilleuse. Alors on enregistre le 9 mars, hier était la journée internationale des droits des femmes, n'est-ce pas? Et je peux pas citer le nom de l'entreprise, mais en plus, c'est une entreprise qui est censée officiellement avoir des très belles valeurs. Heu, mmh, la nature, les êtres humains, Ah oui. voilà. Et oui, j'ai pas eu beaucoup de soutien quand ça a commencé à partir en cacahuète. Parce que tu étais encore Mais en période d'essai quand tu es tombée enceinte? alors, oui, mais en fait, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Non, non, en fait, je pense que ça aussi, c'est typique peut-être, je suis désolée, hein, on va faire du cliché peut-être, mais du nous les femmes, on peut le dire, c'est qu'on a tellement envie de tout faire correctement, de tout faire bien et cetera. Bref, je me suis tellement, donnée, pour essayer de tout faire en sorte que tout soit propre et cetera. On était en pleine crise covid, donc voilà, je suis tombée enceinte fin mars 2020, j'ai accouché en décembre 2020. Je suis arrivée en congé mat, je pense que j'étais en quasi burn-out quand on en parlait, tellement je voulais tout finir avant de partir, mais c'était pas possible en fait, puisque même la crise elle-même n'était pas finie. Donc voilà, mais plus avec une pression de malade, managériale, sur le fait qu'il fallait que je finisse le plus de choses possible, même des trucs qui ne servaient à rien au moment où on était, type un plan, un projet sur la mobilité verte et durable.
On était en crise sanitaire mondiale. Oui. Bref, C'était pas l'urgence absolue, hein? c'était pas l'urgence absolue. Mais par contre, au niveau prévention, des risques et cetera, ça, je m'étais vraiment donné à fond avec toutes les équipes et cetera. Bref, en passant parfois, un peu rapidement, et je pense que c'est ça et c'est sûr que c'est ça qui n'a pas plu, à ma hiérarchie, qui me l'a fait payer, qui a voulu me le faire payer après. Donc bref, ça a été un moment très difficile parce que moi, c'était ma seule et unique grossesse, de ma vie. On est en pleine crise covid. On doit rassurer, les gens dans l'entreprise et aussi dans sa vie. On doit essayer de se rassurer, sauf qu'en fait, on ne sait pas ce qui va se passer du tout. Bah, surtout que de donner la vie à un enfant en cette période-là très incertaine, forcément, Ouais. j'imagine que, ça crée un stress supplémentaire sur, bon, bah, quel avenir j'offre à cet enfant? Enfin, voilà, c'est Mmh, absolument. Donc oui, oui, oui. Mais après, voilà, moi, j'ai pas connu d'autres grossesses dans des temps normaux. Ni d'autres, accouchements, même si oui, je pense que le mien était quand même aussi, assez rocambolesque. Mais bref, c'est vrai que oui, en fait, enfin, je me suis même, dépêchée pour essayer de reprendre rapidement le travail. Ça aussi, peut-être un peu typique, de quelqu'un qui veut bien faire et cetera et montrer patte blanche, bon soldat, hein, pour que ça parte encore plus en live à mon retour, et que ça se finisse entre avocats. bon, bah, comme ça, Voilà, mais ça a été l'opportunité, bah, du coup de relativiser, le côté pro perso déjà, réellement. Parce qu'effectivement quand on est responsable d'un petit être, qui vient de naître et quand on voit aussi que chaque état d'âme qu'on peut avoir infuse, l'enfant de manière plus, enfin, quand ça a commencé à partir en cacahuète, avec mon travail, il a quand même été hospitalisé, mon fils de 6 mois à l'époque, pendant 5 jours. ouais, donc c'est qu'ils ressentaient tout, enfin, ils ressentent tout de toute façon. Donc voilà, donc c'est ce genre de truc où je me suis dit: «Bah, OK, là, tous les astres me parlent». Bref, ça Et donc c'est là ça c'est tu fait un bilan de compétences au c'est ça. moment où tu étais en Oui, train de te séparer de l'entreprise, oui, tu étais? oui, 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 oui et oui et là j'ai rencontré, j'ai le droit de dire le nom peut-être ou pas? Si tu veux, ouais, je sais pas. Ouais, ouais, là j'ai eu la chance de tomber sur une coach qui s'appelle Ilana Franco. C'est en plus elle est ton genre aussi, enfin, c'est Ilana Franco? oui. D'accord, je la connais pas. Ouais, 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 qui a fondé son cabinet, de coaching, qui s'appelle Ifoué Conseil, heu, suite à une reconversion professionnelle aussi. Bref et donc oui, j'avais vu quelques parce qu'à l'époque, justement, il y avait beaucoup de documentation en vidéo, aussi bien sur, la périnatalité et cetera que sur, la balance pro perso et cetera. Bref, je suis tombée sur elle et je me suis dit: «Go» et donc j'ai fait un bilan de compétences avec elle. Et c'est vrai que les conclusions de ce bilan, c'était soit, je reste dans ce secteur d'activité, hem, mais en m'orientant un petit peu plus vers le milieu associatif ou les ONG et cetera, mais toujours au niveau du droit du travail. Ce que j'ai toujours, hein, depuis le début de ma carrière d'ailleurs essayé de trouver et où finalement ça s'est jamais fait, je ne sais pas pourquoi. Soit switcher complètement pour aller vers le milieu de la danse, du bien-être et cetera et et donc je me suis enfin, ça a fait beaucoup de chemin parce que je pense que pour tout le monde, une des choses les plus importantes à ce moment-là, quand on a un petit enfant et cetera, c'est de se dire: «Ben, je peux pas prendre de décisions comme ça, il faut assurer financièrement et cetera». Donc c'est pas si simple de prendre la décision et à la fin de mon bilan de compétences, un ancien collègue de mon tout premier job donc 10 ans auparavant, avec qui on avait gardé des contacts épisodiques et sympathiques, m'appelle en me disant: «Hey, je viens de prendre un poste, dans une entreprise, anglaise, et on cherche quelqu'un pour nous aider à réorganiser toute l'équipe RH et j'ai pensé à toi, est-ce que ça te dirait?» et cetera. On voudrait Donc quelqu'un qui soit en mode Les RH là te rappelaient encore? voilà et c'était le fameux poste de DRH. Donc j'ai genre alors que quand on fait du droit du travail, c'est une évolution, assez classique et dont les gens rêvent en général. Moi, c'était pas forcément à ça que je rêvais particulièrement, mais là aussi, je me suis dit à chaque fois, j'ai un peu cet état d'esprit de se dire: «On tente
et vraiment c'était drôle parce que j'ai eu tous les entretiens en anglais, avec des Anglais du nord, de l'Angleterre, avec des accents à couper au couteau et des expressions dont je comprenais pas tout, et à chaque fois je me disais: «Non mais je pense qu'on s'est mal compris, je sais pas», et à chaque fois on me disait: «OK, tu passes à l'étape suivante, tu passes à l'étape suivante». Et donc là, je Mmh. vais accélérer un petit peu Ouais, parce que je sais que tu ouais, as un ouais. timing. Mmh. Mmh. Donc là, à ce moment-là, tu prends ce poste? Donc bah, comme il me l'offre, je me dis: «Allez, on y va». Mais ça correspondait pas du tout à ce qui était conclu dans mon bilan de compétences. Mais voilà, c'était l'idée de se dire: «Expérience, on verra». Et donc là, tu Voilà. as commencé, donc là, c'est pas à ce moment-là que tu te dis: «Bon, bah, OK, je me lance dans la danse», en fait. Là, tu es encore dans ton ancien métier. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Là, je me dis: «Bah, allons-y, on va voir comment ça se passe», et c'est là que, voilà, que tu peux recouper avec l'histoire de 3 semaines après mon arrivée, le débarquement et tout ça. Ah, c'est là le débarquement, Oui! d'accord, OK. Ah oui, 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 Et donc à ce et moment-là, c'est au moment du débarquement, tu te dis: «Bah, en fait, qu'est-ce que je fous là?» Ou c'est ah comment tu as oui, switché oui, à oui. la danse? Dès le premier jour, je me suis demandé: «Qu'est-ce que je fous là?» Mais en fait, très souvent, je me suis demandé, enfin, dans toutes mes expériences, en fait, souvent, je me suis demandé: «Qu'est-ce que je fous là?» Mais mais à chaque fois, je me disais: «Expérience, expérience, expérience, et puis on y va et on voit», tu vois? Comme il y a 15 Et ans, donc peut-être, à quel moment tu as ouais. changé pour switcher pour la Alors, danse? pardon, j'ai même, été, assez là, j'ai été kamikaze pour le coup parce que assez rapidement, pendant mon début d'arrêt maladie, j'ai démissionné. J'avais rien derrière. Voilà, assez vite, après, il y a une opportunité qui s'est offerte, pas très loin de chez moi, En RH ou en danse? en RH, pour gérer le plan social, Ah là là, encore. notamment. Voilà, mais dans une belle entreprise, je sais pas, et j'avais pas compris à quel point ça prendrait autant de place. Et donc là, tu es Heu, repartie dans les RH? donc je suis repartie dans les Oh RH. là là, mais dis donc, Mais il t'en faut des expériences avant de te dire, oui, bon. oui, mais c'est pour ça que non, mais c'est pour ça qu'à en fait, à la fin de la période d'essai initiale, on a fait le point avec là, c'était fait dès le début. Là, vraiment, je pense plus qu'ailleurs, dès le début, en fait, je me suis demandé: «Mais ça va pas, en fait, j'ai plus ma place là». C'était vraiment comme si j'étais là sans être là, même si je participais à tout, mais enfin, franchement, je pense que si on demandait une prise de référence à cette, ancienne chef, elle dirait: «Alice, elle était plus là, en fait». Enfin, si, elle a fait ce qu'il fallait faire, mais elle était un peu, comme un fantôme Et donc peut-être, moi, je veux savoir le changement, c'est quel moment? et donc à la fin de la période d'essai initiale, en fait, on a fait un point avec ma chef et je lui ai dit: «En fait, c'est plus possible pour moi, je peux pas, je suis désolée», et elle m'a demandé: «Mais tu as été chassée, tu postules ailleurs?» J'ai dit: «Non, c'est la fin pour moi. C'est le pompon. Je peux plus travailler dans les ressources Donc ça, humaines et dans le droit c'est du celle-là travail». qui t'a fait te dire: «Bon, en fait, là, Oui, faut que j'arrête, faut que je change, oui, quoi». D'accord. oui, oui, et donc c'est pour ça qu'on s'est séparés, gentiment et respectueusement. Je les ai pas abandonnés non plus du jour au lendemain. Mais ça, c'était donc fin 2024. Voilà, D'accord. et voilà, et donc l'idée, c'était de se dire 2025, je vois comment ça se passe. À l'aube de mes 40 ans, je Crise de vois la comment quarantaine. Ah! pré-quarantaine, 6 mois avant, et ouais, et et voilà, et du coup, bah, 2025, j'ai rentabilisé plus, en formation et cetera. Sachant que justement sur la question danse, en fait, c'est une des questions que tu m'as posées aussi tout à l'heure de, étudier, pas étudier. Bref, en fait, je pense que franchement, si ça se trouve, c'était peut-être vraiment une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Depuis, même mes études de droit, je regardais, les écoles de danse. Je regardais les formations et cetera, et à chaque fois, j'y allais pas. Tu osais pas, ouais, tu t'autorisais Mmh, pas. c'est ça. Après là, j'étais dépassée pour telle ou telle, vraies écoles pour avoir un diplôme d'État et cetera. Donc voilà, et par contre, bah, du coup, j'ai bien rentabilisé, l'année 2025, donc l'année du passage de cap, n'est-ce pas? En formation, j'ai trouvé une formation avec la Fédération française de la danse, donc j'ai bien commencé par la danse. Je me suis formée à l'Institut Bernadette de Gasquet en pilates parce que le pilates, ça a toujours été aussi, quelque chose de très intéressant pour moi. Je l'ai commencé à la fac, donc voilà, et puis Bernadette de Gasquet, je sais pas si ça te parle, mais bah, c'est une, en fait, en gros, c'est une professeure, à la base, elle était formatrice, elle a commencé à donner des cours de yoga à ses collègues au PTT, elle a eu 3 enfants, et
à 38 ans et après ses 3 enfants, elle s'est dit: «Bah, je vais faire des études, de médecine parce qu'en fait, j'ai envie d'asseoir ma pratique du yoga et de me sentir plus, légitime». Donc elle a fait des études de médecine. Aujourd'hui, elle a 78 ans. Encore des parcours inspirants. Ouais, Heu, bah, oui, bah, c'est ce que je me disais. Je me dis: «Tiens, faudrait que je l'invite sur le podcast, ça ouais. va être intéressant sa vie». Ouais. Oui, oui et donc son idée, c'est d'adapter, la pratique physique, à la au respect de la physiologie du corps humain et cetera et ça me parle beaucoup, en fait et ma prof de yoga, de cœur qui est devenue une amie que je connais depuis presque 10 ans, avait été formée chez elle. J'ai beaucoup entendu parler d'elle et de son institut et cetera Donc donc du moi coup, oui. aujourd'hui, tu Mmh. enseignes, la danse, le pilate et la gym, Oui, donc dans oui, diverses structures. On va oui. mettre dans le lien, les différents liens, où te trouver et Mmh. donc moi, j'aimerais bien te poser 2 questions pour terminer. Oui. On n'aura pas le temps de développer aujourd'hui, enfin, te ton ta pratique et de toute façon, c'est encore à écrire, hein, c'est en cours d'écriture, donc ce C'est serait en cours intéressant, d'écriture, oui. de Oui. d'avoir 2 questions. C'est si tu pouvais parler à la Alice d'il y a 15 ans, avec ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Frédéric Lopez. Et deuxième question, c'est, est-ce que tu as un mantra ou quelque chose qui te guide, pour inspirer les personnes qui écoutent, Donc 1re question, qu'est-ce que tu dirais à la Alice d'il y a 15 ans? La Alice d'il y a 15 ans, je lui dirais peut-être, tu as relativement le temps maintenant, donc ça serait bien en même temps que tes études de droit que tu trouves des formations en danse peut-être, pour asseoir un peu, ton futur, un peu des 2 côtés. OK. Après, après je lui dirais: «Accroche-toi, ça sera pas pour rien que tu t'accroches. La vie est longue et on a plein de possibilités dans la vie si on se donne les si on ose en fait, si on ose» Mmh. et sur le mantra, bonne question parce que, quand j'étais petite, partout j'écrivais carpe diem, carpe diem. J'ai eu la chance de faire du latin et je sais pas, je sais que, Ça peut être souvent, carpe diem, ça peut être à la fois la vie est longue, mais la vie est courte aussi. Donc la oui, vie est longue, tu oui, oui, temps, mais la vie est c'est courte, vrai, faut profiter de c'est chaque ça instant. et en plus c'est ça et c'est vrai que on sait pas si on n'a qu'une vie ou si on en a plusieurs, mais en tout cas, moi, personnellement, je me souviens pas de mes vies précédentes. Donc je me dis que je me souviendrai pas de celle-là non plus, dans la prochaine et que donc bah, tant qu'à faire, autant en profiter et c'est vrai qu'on sait pas, ce que nous réserve, l'avenir, donc autant profiter, autant oser et autant saisir, se donner, les possibilités de sauter à un endroit ou à un Et autre, ben, voir, voir. je vais rebondir là-dessus. Je te remercie d'avoir saisi l'opportunité de venir raconter ton histoire parce que c'est, ton initiative. Enfin, j'avais lancé la Avec perche et plaisir. tu as attrapé la perche. Donc merci d'avoir saisi l'opportunité justement et ça montre aussi, tout ton parcours qui est fait d'audace, de résilience aussi, mais aussi de courage et d'audace je te souhaite, plein de belles choses pour ta nouvelle carrière, de danse, de danseuse, de prof de danse et je suis sûre que ça augure de plein de choses, donc on te suivra Merci. avec grand intérêt. Je te remercie et puis, bah, je vais te laisser filer à ton cours de danse justement. Oui, absolument. Merci beaucoup Erika, merci pour ta gentillesse, pour ton accueil et sache que tu fais partie des personnes inspirantes aussi, qui donnent du peps et qui encouragent, à se dire: «Et si j'y allais?» Bah, écoute, merci beaucoup et plus on sera nombreux à montrer que c'est possible, Les gens il y oseront. aura de personnes qui s'autoriseront, qui oseront. C'est vrai, c'est vrai, Allez, c'est vrai. bon cours de danse. Merci beaucoup Bye bye. Erika. À bientôt avec plaisir. Bye. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que les histoires de vie te parlent, tout comme à moi. Peut-être même qu'en ce moment, toi aussi, tu te poses des questions sur ta vie, sur tes envies, sur la suite. Alors surtout, ne rate pas les prochains épisodes. Abonne-toi dès maintenant pour être le premier à les découvrir. Et si ce podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles. Ça ne prend que quelques secondes et ça aide énormément à le faire connaître. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, LinkedIn, Facebook, sur les réseaux sociaux de Acapellart ou sur acapellart.com. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. À très vite pour une nouvelle histoire dans Moi, je voulais juste être Madonna.